Hello la petite famille, moi c'est Célia, diététicienne nutritionniste de ma petite assiette. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast qui vous guide et vous accompagne en nutrition infantile et périnatale. Passionnée, ma mission est de vous soutenir dans votre quotidien, de vous aider à appréhender le temps des repas, ainsi que de préserver la santé de toute la famille. Vous découvrirez dans ces podcasts plusieurs professionnels avec lesquels on abordera de nombreuses thématiques. Je vous partage mes conseils et réponds à vos questions afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre alimentation, faire de la place pour plus de sérénité et d'harmonie. Donc, bienvenue à tous nos auditeurs, je suis très heureuse de vous retrouver pour aborder le thème de l'équipement au moment des repas de bébé. On accueille aujourd'hui Marie Ruffier-Bourdet, ergothérapeute qui nous parlera de l'équipement au moment de la diversification de bébé. Quel est l'équipement le plus important? À quel âge? En quoi les outils choisis sont importants pour l'évolution de l'enfant? On répond à toutes vos questions. Bonjour Marie! Bonjour Célia. Puis-je te demander une petite présentation de ton parcours, de ton quotidien en tant qu'ergothérapeute, afin d'éclairer nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Alors moi je suis ergothérapeute depuis 17 ans et un peu comme Obélix, je suis un peu tombée dans la marmite, c'est-à-dire que, depuis quasiment 17 ans, je suis dans le trouble de l'alimentation. J'ai eu la chance de consulter 3 ans et demi à Robert Debré, où on a co-animé une consultation et on avait beaucoup, beaucoup de patients qui venaient de notre service de gastropédiatrie, mais aussi on s'est rendu compte qu'il y avait plein de patients qui n'avaient pas de pathologie et qui avaient aussi besoin d'être aidés au niveau de l'alimentation. Je me suis formée énormément depuis le début et j'ai surtout beaucoup pris de formation et d'inspiration de mes collègues américains et canadiens qui, eux, ont une sacrée avance aussi sur l'accompagnement des enfants qui ont des difficultés alimentaires. Et donc, je travaille aujourd'hui en cabinet sur Dijon, je suis en crèche aussi, mais je prends aussi beaucoup plaisir puisque je suis formatrice, je fais des conférences, je forme en crèche, je fais des webinaires. J'aime beaucoup parler des difficultés alimentaires, du développement de l'enfant, de comment l'accompagner et les outils, ça en fait partie. Merci énormément pour cette présentation. Donc, on est parti pour discuter ensemble du thème du jour, l'équipement adapté au repas de bébé. Donc, est-ce que tu pourrais déjà nous dire la diversification? Donc, c'est une grande étape dans la vie des familles pour bébé. C'est une grande découverte qui est pleine de changements. Et du point de vue diététique, finalement, c'est le début de l'introduction des aliments dits solides en complément du lait maternel ou infantile. Est-ce que tu pourrais, toi, nous donner ta propre définition de la diversification alimentaire? Alors moi, je dirais que la diversification alimentaire, c'est avant tout une découverte. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder à l'esprit que le bébé n'est pas mature sur plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'est pas mature dans ses mains, dans son tonus, dans aussi sa façon de réagir et qu'il est en train de découvrir plein de choses qui vont peut-être lui amener des émotions positives, des émotions négatives. L'idée, c'est que dans cette découverte, on se dissocie un petit peu des quantités, de ce qu'il devrait faire, de la recherche d'autonomie aussi, parce que des fois on dit: «Bah oui, il ne mange pas tout seul», pour être vraiment focus sur les émotions positives que l'enfant va découvrir à ce moment-là et qui va lui permettre ensuite d'avoir une relation, sereine et apaisée avec les aliments et le repas. Et selon toi, finalement, quelles sont les évolutions majeures qui surviennent à ce moment-là et même après, bien sûr? Eh bien, au moment de l'introduction des solides, pour reprendre là, il va y avoir plein de changements dans notamment les patrons oromoteurs de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va passer d'une déglutition primaire, ce qu'on appelle donc la succion, à une déglutition secondaire, notre déglutition à nous qui nous permet de mâcher. Ce développement va être très court, puisque entre 6 et 12 mois, on estime qu'à 12 mois, le bébé a des mouvements fonctionnels qui sont les mêmes que nous. D'accord? Donc, ce n'est pas encore mature, ça veut dire que ça lui demande de l'énergie, mais en tout cas, les mouvements et la phase de la vache, comme je l'appelle, elle est là, elle est présente à 12 mois. Donc, c'est beaucoup de changements en peu de temps et surtout une capacité très tôt, en fait, d'avoir ce qu'on appelle une alimentation de table. Donc, il va y avoir plein de moments clés entre 6 et 12 mois et c'est là où on doit être sensible en tant que professionnel de santé pour les accompagner, pour proposer les bons outils, hein. À la marche, on sait qu'on ne va pas les mettre dans un Youpala. Eh ben, il serait bien aussi qu'en alimentation, on enlève les outils qui vont maintenir l'enfant sur une déglutition primaire alors qu'on pourrait lui proposer des outils qui l'aident justement à aller faire cette déglutition de la vache. Et quand tu parles des étapes clés, est-ce que tu pourrais nous les expliquer un petit peu plus? Alors, du coup, tu vas avoir on dit que la diversification solide, on la commence entre 4 mois révolus et 6 mois. Là, tu as un premier stade où l'enfant, il est, moi, ce que j'appelle en phase un peu serpent, c'est-à-dire qu'il va pousser avec sa langue.
langue. Et là, il va falloir être quand même, c'est une phase sensible, on va être attentif à la quantité qu'on va mettre dans la bouche de bébé. Plus on met de quantité, plus on le met en difficulté et plus il va recracher. Donc ça, c'est la première phase d'apprentissage et de découverte alimentaire. Ensuite, tu as la phase des 6 mois, où à partir de 6 mois, toutes les parties organiques un peu de l'enfant changent, c'est-à-dire que sa morphologie change. Et donc, la langue a plus de place pour faire des mouvements, à rester dans la cavité buccale, à s'élever. Et donc, on est dans la phase que j'appelle moi le lézard, où l'enfant va essentiellement écraser au palais, mais on a encore la mâchoire qui est associée à la langue, c'est-à-dire qu'ils sont encore beaucoup en train de faire des mouvements ensemble. À 9 mois, c'est un grand virage à 9 mois. Et c'est pour ça qu'on recommande de passer au morceau vers 9 mois, parce que ce grand virage, c'est la tenue assise très stable, l'utilisation de la pince, le développement latéral de la langue, donc elle va aller de gauche à droite, elle est bien plus mobile. Donc, c'est vraiment un moment opportun pour que l'introduction des solides se fasse. Et à 12 mois, enfin, on estime que l'enfant devrait avoir une alimentation de table, c'est-à-dire manger comme nous, sans compenser ni la texture, ni la cuisson outre mesure. Il y a aussi finalement l'équipement adapté, comme tu le disais, ça cache une véritable problématique. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Mmh. La problématique, c'est que nos outils, ils ne sont pas si inoffensifs que ça. C'est-à-dire que souvent, donc je prends effectivement l'exemple de la louche, parce que j'adore en formation mettre mes stagiaires en réalité de terrain. Et quand on les observe en formation, on voit à quel point l'outil va avoir un impact sur le comportement alimentaire de l'enfant. C'est-à-dire que quand je vois une cuillère trop grosse arriver, je vais avoir tendance à me reculer et à détourner la tête, qui sont les premiers comportements de refus alimentaire, qui vont un peu désœuvrer le parent. Et le problème, c'est que cette grosse louche, en gros, il y a trop de quantité dedans, donc ça va même changer ma déglutition. Tu vois, au lieu de déglutir en une fois, il faut que je déglutisse en 2, 3 fois, ce qui est compliqué quand je suis en train d'apprendre quelque chose. Et puis, cette grosse louche, elle ne rentre pas dans ma bouche. Et je ne sais pas si vous savez, ceux qui écoutent, mais en fait, la bouche du bébé, elle est faite pour être hyper réactif au début et n'accepter que le lait. Le fait d'avoir les hochets dans la bouche, les purées, toutes ces choses-là vont faire en fait que l'enfant va sensibiliser correctement sa bouche et pouvoir passer au morceau. Donc la cuillère, c'est aussi un outil hyper important pour habituer la bouche. Donc DME ou pas DME, tous les enfants devraient avoir des cuillères qui rentrent dans leur bouche et utiliser ces cuillères pour les mettre dans la bouche. Donc la cuillère, malheureusement, dans la plupart des magasins de puériculture, tu as beaucoup de cuillères qui sont bien trop larges. Et du coup, l'enfant, il va prendre du bout des lèvres. Donc, il ne va pas sensibiliser sa langue. Il ne va pas apprendre à fermer sa bouche sur la cuillère. Il ne va pas apprendre à reculer sa langue. Mais il va rester dans un schéma un peu de serpent, tu vois, à pousser. Donc, on n'est pas en train de l'aider de passer, tu vois, de la première phase du serpent à la deuxième phase du lézard. Donc, c'est important, en fait, d'avoir, dès le début, une cuillère qui rentre dans la bouche et des petites quantités pour l'aider à déglutir. Après, c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément, évidentes dans le sens où c'est forcément l'équipement qu'on trouve en premier lieu, dans les supermarchés, par exemple. C'est des produits qui coûtent pas forcément cher non plus, donc c'est quelque chose auquel il faut sensibiliser, s'adapter et équiper l'enfant au mieux avec son budget parce que du coup, il y a pour tout le monde et de tout. Ouais. Mais je dirais même plus, tu vois, même dans les professionnels de la petite enfance, moi, les crèches, pour intervenir en crèche, eh bien, en fait, on se rend compte quand même qu'il n'y a pas des outils qui vont être hyper adaptés aux premières cuillères de bébé. Et selon toi, bah, finalement, quels sont, les outils qui sont indispensables pour commencer la diversification alimentaire sereinement et pour, comme tu le disais, du coup, ne pas impacter négativement, si je puis dire, l'évolution de bébé dans son apprentissage? Déjà, il faut que les parents se disent qu'ils ne se mettent pas de méthode en tête. C'est bébé qui choisit. D'accord? C'est le bébé qui va choisir ce qu'il veut. Et quand vous observez un bébé, il peut passer de je veux la cuillère, je veux pas de cuillère, je veux mes mains, je veux pas mes mains, je veux les tiennes, je veux ton doigt, je veux tout ce que tu veux. Et pas se dire qu'il y a des outils qui sont à bannir et d'autres qui sont à privilégier. D'accord? C'est les outils que bébé va choisir. Très tôt, on peut donner de l'autonomie à bébé. Donc moi, tu sais que je suis une grande fan des num-num parce que j'en parlais déjà bien avant
il y a bien longtemps, quand j'ai débuté la formation. En fait, les num-nums, ce qui est intéressant, c'est que ça donne de l'autonomie à bébé et que le bébé, dès le début, il est capable de faire un main-bouche. Alors attention, tu vois, il ne va pas orienter sa main et venir chercher, mais si tu stimules, en fait, il va faire le main-bouche lui-même. Donc, il est capable d'orienter son main-bouche. Et après, il faut avoir des cuillères très fines, plates, qui rentrent dans la bouche de bébé. Donc, par exemple, moi, une de mes cuillères préférées, c'est les Tum-Tum. Ou, tu vois, en formation, j'ai un film qui est incroyable, c'est-à-dire que j'ai 4 vidéos de la même petite fille au même moment, c'est-à-dire même séance, et tu vois, première vidéo avec une cuillère lambda qu'elle prend avec ses lèvres, et dernière vidéo, je donne la Tum-Tum, et là, elle prend avec toute sa bouche, et elle utilise correctement les lèvres et la langue. Donc là, tu vois bien que l'outil, c'est-à-dire que tu ne fais rien, toi, en tant que professionnel de santé, tu changes l'outil, et ça change complètement le patron moteur de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'une petite cuillère fine, c'est aussi top pour aider le bébé. Parce que rappelez-vous, le bébé est autonome avec ses couverts vers 7-8 ans. Quand je dis autonome, ça veut dire qu'il n'a plus besoin de nous. D'accord? Mais en fait, même un bébé en DME, il ne s'arrête pas parce qu'il n'a plus faim. Il s'arrête parfois parce qu'il a encore besoin de nous. C'est un bébé. D'accord? Comme quand j'apprends à marcher. Donc, en fait, je vais utiliser soit le laisser manger, soit avec la Tum-Tum, soit avec la Num-Num. C'est un peu lui qui va décider. Soit la Num-Num, il veut que je lui donne. Enfin, c'est lui qui est maître de ces 2 outils. Donc, ça, c'est pour les cuillères. Ensuite, au niveau des verres, eh bien, la tasse à bec est vraiment un outil qu'il faut proscrire. C'est-à-dire qu'il faudrait même l'interdire, tu vois. Il faudrait qu'elle soit interdite à la vente. Et d'ailleurs, elle est interdite dans les EHPAD et dès qu'il y a des troubles de la déglute parce qu'elle augmente le risque de fausse route. Donc, parce en fait, on apprend à l'enfant à déglutir la tête en arrière. Et la tête en arrière, c'est l'ouverture des voies aériennes. Tu sais, quand on fait le bouche à bouche, bah, tu ouvres les voies aériennes quand tu fais ça. Donc, c'est pas normal de demander à un bébé de déglutir avec les voies aériennes ouvertes. Là, on est, tu vois, c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc, l'idée, c'est de proposer soit la paille, qui est un super outil que j'utilise avec les bébés dès 4 mois, soit la baby cup, ou un petit verre, mais un verre qui va tenir dans la main de bébé. Parce qu'on se rappelle aussi que le bébé, avant 2 ans, il n'a pas la capacité à porter et à réguler des choses trop lourdes. Et en plus, le bébé, c'est un peu on-off. C'est-à-dire que c'est soit il le prend, il le tient devant, soit il prend la douche. Donc, l'utilisation de l'outil et les premiers moments de l'utilisation de l'outil vont être aussi hyper importants. C'est-à-dire que si mon bébé, quand je lui donne un verre, il prend à chaque fois une douche, il va te jeter le verre à la figure en disant c'est quoi ce délire, quoi. C'est-à-dire que j'ai soif et au lieu de boire, je suis mouillée et je suis inconfortable. Donc, la façon dont on amène l'outil, la façon dont l'enfant va l'utiliser et va être en réussite ou en échec, va aussi amener l'enfant à revouloir l'outil ou à refuser l'outil derrière. Donc, verre et paille, ce sont 2 outils qui vont amener la langue à reculer et à s'élever, et aussi à venir pincer correctement, c'est-à-dire pas trop fort et pas assez fort. Et du coup, ça c'est vrai que c'est hyper intéressant, les couverts peut même aussi, parce que là, on parlait pas des couverts, mais la taille des couverts compte aussi, que ce soit la cuillère, même plus tard avec, la fourchette et cetera, qui nous mettraient en difficulté si on avait les mêmes proportions en main. Donc, c'est des images qui sont hyper intéressantes. Bah oui, imagine-toi manger avec une fourchette à barbecue, quoi. C'est un peu relou, c'est un petit peu embêtant. Donc donner des outils qui peuvent aider le bébé, c'est bien. Et puis après aussi, pas se focaliser, c'est-à-dire que oui, il peut vouloir ta fourchette et c'est pas grave s'il utilise ta fourchette à toi qui est pas adaptée, s'il l'utilise avec plaisir. D'accord? Tout ce qu'il fait avec plaisir, ça lui crée des connexions qui sont OK et qui sont bonnes pour la suite. Pour faire un rapide résumé finalement, c'est surtout, l'écoute qui va être, très importante là-dessus. C'est être attentif, c'est observer et c'est, bah, du coup, faire confiance à l'enfant et se faire confiance aussi finalement au moment des repas. Oui, mais totalement. C'est-à-dire que vous devez être à l'écoute et savoir observer le bébé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil qui est mieux ou on va dire, c'est vraiment votre bébé qui va savoir cet outil. Et c'est pareil, tu vois, la DME meilleure méthode. Non, en fait, ton bébé, il sera prêt au moment où il sera prêt pour passer au morceau. Il y en a qui seront prêts à 6 mois et il y en a qui seront prêts à 9 mois.
Et c'est pas grave, on va commencer à leur proposer des outils, des aliments qui vont éveiller, faire découvrir des textures, des goûts, des odeurs, et c'est pas grave parce qu'on va quand même préparer le passage au morceau avec la cuillère. Donc ce clan un petit peu qui se déchaîne des fois sur les réseaux sociaux, n'a pas lieu d'être parce qu'en fait le boss, c'est bébé. Donc c'est lui qui nous dit quand il est prêt et c'est pour ça aussi que j'aime bien, parler de phase moi et pas d'âge. Parce qu'en fait, il y a souvent 2 mois, c'est-à-dire que le bébé est prêt, mais entre 4 mois et 8 mois. Il faut se dire que ton bébé, il va être prêt quand tu observes qu'il est prêt. Et le fait de vouloir, tu vois, je dis des fois vouloir faire la DME absolument, c'est un peu comme mettre bébé dans un Youpala pour le faire marcher. Il est pas prêt. Donc ça sert à rien de le mettre dans un Youpala. Il marchera quand il sera prêt, tu vois? Donc c'est enlever, le stress aux parents et des fois les dogmes, tu vois, qui les écrasent un petit peu, et qui sont compliqués du coup à faire ses choix et se reconnecter à l'observation du bébé. Ça permet aussi, j'imagine, de déculpabiliser. Parce que c'est vrai que ça met également une pression aux parents qui n'a pas lieu d'être et justement ce focus sur l'observation et l'écoute, c'est des peut-être des choses sur lesquelles il est nécessaire de revenir, notamment au moment de la diversification alimentaire et même tout au long de la vie de l'enfant. Et totalement, parce que tu vois, quand tu donnes des menus types avec des grammages, en fait, les parents se coupent de l'observation de l'enfant et ils veulent donner la quantité qu'on leur a dit qu'il fallait donner. Donc, du coup, le bébé hurle avec ses mots et sa communication stop. Et toi, en fait, tu dis, ben non, tu n'as pas mangé tes 200 grammes, donc il faut que je te donne les 200 grammes. Donc, c'est hyper important d'aider les parents à se reconnecter et que nous, en tant que professionnels de santé, tu vois, moi, quand ils me disent, il a mangé que 2-3 cuillères, ma question qui vient derrière tout de suite, c'est oui, mais comment il les a mangés? Est-ce qu'il ouvrait la bouche? Est-ce qu'il était content? Est-ce que vous avez pris plaisir tous les 2? Et s'il y a ça, eh ben c'est bon. Ça va continuer, tu vois, à progresser. S'il y a pas ça, moi, ça m'inquiète plus que 2-3 cuillères. C'est-à-dire que même un pot avec un enfant où, il détourne, il est pas OK, là, ça m'inquiète. Non, puis c'est important aussi de peut-être de redire que le lait infantile maternel reste l'alimentation principale de l'enfant et que si dans les premières semaines, les premiers jours, il ne mange pas toute la quantité de petits pots qui est indiquée, ce n'est pas grave. On s'adapte, on avise et comme tu dis, le plus important, c'est aussi que bébé, prenne plaisir et il est là pour découvrir aussi donc c'est important de le prendre en compte. Totalement et ça, c'est un message qu'il faut diffuser haut et fort parce que tu vois, quand on comprend ce message, en fait, on enlève, la quantité sur, l'aliment solide et du coup, ça reste que du plaisir et de la découverte et c'est hyper important. Les dosiers ont aussi été inventés en ce sens, avec des, doses qui sont, bah, forcément indicatives et qui sont pas obligatoires. C'est vraiment juste une indication, une suggestion et c'est un outil qui peut également être intéressant, selon moi en tant que diététicienne, en tout cas au moment de la diversification alimentaire. Mais je pense que ça rassure les parents, tu vois? Les dosiers, c'est des super outils pour rassurer les parents sur, les nutriments qu'ils doivent apporter en fonction des aliments, tout ça. Et après, moi, tu vois, je suis un peu partisan des glaçons, tu vois? Des petits glaçons. C'est-à-dire que tu décongèles ton petit glaçon et dans une vie idéale, tu vois, il faudrait des petits pots bébés comme les pots à confiture dans les hôtels. En fait, tu vois, le pot bébé, la quantité du pot bébé, tu vois 4-6 mois, tu dis: «Ouais, c'est ce qu'il doit manger», tu vois? Implicitement, sans qu'on te le dise. Alors que si tu verrais des petits pots de confiture tout mignons, eh ben, tu donnerais le petit pot de confiture et du coup, ce serait OK pour toi et le lait viendrait naturellement compléter enfin, être majoritaire dans les apports de bébé. La vaisselle va évoluer au fur et à mesure du temps. Est-ce que tu saurais nous expliquer, donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais peut-être en résumé, comment choisir au mieux l'équipement pour l'enfant, qui apprend à manger seul finalement? Donc ça se passe, comme tu le disais, sur un laps de temps qui est assez large et qui se fait à son rythme évidemment. Alors effectivement, comme je l'ai dit, tu vois, quand je dis que l'autonomie alimentaire, c'est 7-8 ans dans les outils, ça correspond un petit peu, tu vois, 6-7-8 ans à l'enfant qui va commencer à écrire et à être plus à l'aise. Donc c'est vraiment la même chose au niveau de l'utilisation des outils, que ce soit l'utilisation d'un crayon ou que ce soit l'utilisation, en gros, de ta fourchette ou de ton couvert. Et par exemple, tu vas pas demander, à bébé, de te dessiner, un super paysage ou une super maison à 2 ans, alors que tu pourras avoir une demande un peu plus précise quand l'enfant grandira. Donc c'est pareil les couverts, c'est-à-dire que tu vas pas demander que l'enfant mange correctement sans en faire tomber, dans sa cuillère avec une bonne orientation de poignée, parce qu'il en a pas la capacité. Donc
L'idée encore, c'est de regarder bébé. Très tôt, on peut lui proposer effectivement des petites fourchettes et que si on recherche de l'autonomie, c'est-à-dire que si bébé fasse tout seul, eh bien, on va plutôt proposer des manches très courts. Donc, il y a les num-nums, il y a les grabbies, il y a les Nana Manners aussi que vous avez chez Ma Petite Assiette, en fait, qui vont favoriser une préhension qui est plutôt globale. Ce qu'on appelle la préhension fine et la préhension tripode des 3 derniers doigts, c'est quelque chose qui commence à apparaître à 9 mois, d'accord, mais qui va mettre du temps à maturer jusqu'à 6, 7 ans. Donc, ça veut dire que prendre correctement, tu sais, des fois, il y a des parents qui disent, quand ils prennent la cuillère en global comme ça, ils disent, mais tiens bien ta cuillère. Mais en fait, je peux bien la tenir si j'ai la motricité pour bien la tenir. Sinon, je ne peux pas bien la tenir. Donc, c'est se dire que, je trouve que aussi se dire ça, ça enlève la pression aux parents sur comment utiliser les outils. C'est que, en gros, si c'est un peu à la well again, tu vois, c'est pas grave. S'il doit réutiliser ses mains, c'est pas grave. Quand il est en autonomie avec son petit couvert, en fait, il va vaguer entre ses mains, son petit couvert et notre couvert. Donc, un manche court, ça va être hyper intéressant. Plus il va grandir, plus il va avoir envie d'avoir des couverts qui ressemblent. C'est-à-dire que, tu vois, avec un peu de métal, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il voit chez nous. Donc, s'il voit chez nous, c'est plutôt rassurant. Donc, on va lui proposer au fur et à mesure des couverts qui vont avoir des manches un tout petit peu plus longs, puis plus longs, jusqu'à atteindre nos couverts. Mais encore une fois, nos couverts, c'est bien utilisé à 6, 7 ans. Ok, super, merci en tout cas pour ce petit récap et ce rappel. Mais tu disais effectivement que bébé peut aussi utiliser ses mains pour déguster ses repas. Qu'en penses-tu? C'est indispensable qu'il utilise ses mains, c'est-à-dire que en règle générale, on a tendance à leur mettre quand même des outils trop tôt. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est bébé le boss. Je veux une cuillère, je prends la cuillère. Je veux mes mains, je prends mes mains. Je veux ta cuillère, tu me donnes ta cuillère. D'accord? C'est lui qui va choisir parce qu'il sait ce qu'il a envie à l'instant T. Les mains, elles sont importantes parce que plus il manipule, et l'alimentation en fait partie, c'est-à-dire qu'imagine attraper un petit pois, ça va développer la motricité fine de fou. Donc, en gros, quand ton bébé attrape ses petits pois, il est en train de travailler la prise du crayon. C'est extraordinaire, quoi. Tu vois, tu es en train de l'accompagner sur des choses de fou. Et ça, en fait, il va développer, plus il manipule, plus il développe. De plus, on sait aussi dans les études, notamment par rapport à la néophobie alimentaire, que quand l'enfant va manipuler, il est plus à même ensuite d'accepter les aliments qu'il manipule. Alors attention, je parle vraiment de l'alimentaire, c'est-à-dire que le faire patouiller dans de la farine et de l'eau ne lui permettra pas de manger du pain. Lui faire toucher du pain lui permettra d'avoir une meilleure acceptation du pain. Et on parle que voilà, il faut toucher l'aliment même pour pouvoir le manger. Par exemple, au début de la DME, on commence avec des gaufres, par exemple, de patates douces ou tout, mais à un moment donné, il faut passer à la patate douce parce que ta gaufre de patate douce, ce n'est pas une patate douce. D'accord? Donc le bébé peut accepter la gaufre de patate douce et pas la patate douce parce qu'en fait, c'est 2 aliments qui sont distincts en termes de texture. Donc, laisser l'enfant manger avec les mains, c'est hyper bon pour le développement de sa motricité, c'est hyper bon pour l'acceptation des fruits et légumes derrière, mais aussi, ça va l'aider dans sa mastication. C'est-à-dire que quand tu prends un aliment, si je te bande les yeux et que je te mets des aliments, tu n'as pas besoin de les voir pour savoir comment les mâcher. Tu vas les prendre avec tes mains, tu vas savoir la forme qu'ils ont, tu vas savoir la texture qu'ils ont, et tu vas savoir la force que tu dois mettre dans ta mastication et dans ton écrasement. Donc, c'est ça aussi que ça va apprendre à l'enfant. Tu sais, moi, souvent, je dis l'enfant, quand il manipule, quand il goûte, il est en train d'écrire son répertoire sensoriel alimentaire. Ce qui lui permettra de, par exemple, si je te dis, ça a quel goût une sauterelle, tu vas me dire, je ne sais pas, j'en ai jamais mangé, mais j'imagine que peut-être ça ressemble, ça croque, peut-être que c'est un peu dur, peut-être que, tu vas en fait faire des liens avec tout ce que tu t'es construit grâce, entre autres, à la manipulation manuelle. Merci vraiment pour, tout ce que tu nous expliques aujourd'hui, c'est hyper intéressant et en fait, on se rend compte aussi que c'est tellement acquis pour un adulte qu'on ne se rend pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière pour l'enfant et tout l'apprentissage qu'il est important de mettre en place. Et tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en formation, les stagiaires, donc qui sont ergothérapeutes, vont me dire, mais c'est fou parce que j'aurais jamais pensé qu'il se passait tout ça dans ma bouche, tu vois, quand je mange. Parce que comme tu l'as dit, nous, c'est quelque chose d'automatisé qui nous prend plus d'énergie. Mais il faut vraiment se dire que chez l'enfant, tu vois, si tu fais jamais de ski, tu sauras jamais skier.
ben, si tu n'as jamais de morceau à mastiquer, tu ne sauras jamais mastiquer. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts ou avec une baguette magique. Vraiment, c'est un apprentissage et qui est long puisque l'enfant, il mature à 4-6 ans dans sa mastication. Donc, il faut y aller, mais il faut aussi se dire que le bébé va mettre du temps, l'enfant va mettre du temps à arriver à maturation. Après, ça rejoint, un petit peu la sensation, qu'on essaye de réapprendre, lors de la dégustation pleine conscience en tant qu'adulte. Donc c'est Exact. très intéressant, finalement de faire le lien entre les 2 parce que c'est quelque chose qu'on oublie tellement qu'on est obligé de réapprendre pour se rendre compte de tout ce qui se passe et de toutes les sensations qu'on est capable finalement de ressentir. Mais il y a un lien énorme entre tu vas manger en pleine conscience et revenir sur ces 8 modalités sensorielles pour manger en pleine conscience. C'est-à-dire que c'est eux qui vont t'amener les informations que tu sais même plus. C'est-à-dire que comme tu dis, tu mets dans la bouche, tu mâches, tu avales et à aucun moment, tu t'es dit: «Est-ce que je l'ai mâché beaucoup? Est-ce que j'ai pas mâché beaucoup? Est-ce que j'ai dégluti vite? Est-ce que, c'est dur? Est-ce que c'est mou?» et c'est intéressant, bah, que nos enfants, peut-être, apprennent à manger en pleine conscience dès le début. Donc c'est un apprentissage qui est très intéressant et qui sert beaucoup pour la suite, notamment Mmh. dans sa relation à l'alimentation, donc ça peut aider durant toute la vie. Ouais, totalement. Et on parle beaucoup, alimentation, mais en ce qui concerne l'hydratation, donc tu m'as un peu devancée avec le quid de la tasse à bec et est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu souhaites conseiller finalement aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors moi, j'ai 2 outils à conseiller. Le verre, tout simplement parce que c'est un outil que l'enfant et le futur adulte va utiliser. Donc pourquoi lui donner un intermédiaire quand on peut déjà lui apprendre en gros à, utiliser un outil dont il va se servir toute sa vie? Et ensuite la paille, parce que la paille, alors déjà c'est un outil que tu utilises aussi en tant qu'adulte, hein, pour tes cocktails. Mais aussi parce que la paille, elle va vraiment venir solliciter les fonctions comme les lèvres, les fonctions comme le recul de la langue, comme l'élévation de la langue, si encore une fois elle est bien utilisée. C'est-à-dire que si on l'utilise, sans, mettre trop dans la bouche, en utilisant vraiment que les lèvres, c'est un outil qui va être hyper riche. Merci pour toutes ces explications et il y a un thème aussi qu'on aurait aimé aborder aujourd'hui, le repas en lui-même. Est-ce qu'il peut être un jeu? Mmh. Évidemment, le repas doit être un jeu. L'enfant joue pour apprendre. L'enfant, tu vois, on joue avec lui quand on le change, on joue avec lui dans le bain. Dès qu'on s'assoit, on joue avec lui, le coucou-beu, le machin et de façon complètement, heu, incompréhensible, quand tu le poses dans sa chaise haute, tu joues plus. C'est-à-dire qu'il doit se tenir bien, il doit pas s'en mettre partout, il doit pas jeter par terre, il doit manger proprement, alors que l'enfant fait tout par le jeu, en fait. Donc, ce qui est hyper important, c'est de réapprendre aux parents à jouer. Et ça, c'est pas simple parce que au-delà de se mettre au niveau de l'enfant, il faut déconstruire tout ce qu'on a construit ou qu'on nous a construit avec une éducation transgénérationnelle. Donc, on va déconstruire ça et amener les parents à jouer. Et moi, j'aime bien que les enfants jouent avec les outils pour manger. Tu vois, une baby cup, ça peut être coucou-beu. Tu attrapes l'aliment le plus vite possible. Tu vois, maman, elle lève et toi, tu attrapes. Ça peut être du transvasement. D'accord. Les petits pics, ils sont absolument géniaux parce que l'enfant, tu vois, à partir de 9 mois, 12 mois, il va être intéressé par être hyper précis. Donc, du coup, il va vraiment se focaliser sur cet aliment, en prendre la consistance, la forme. Il doit appuyer fort, pas fort. Donc, en fait, cette pleine conscience, elle vient aussi avec les outils. Le Kiddie Cutter, qui coupe pas les doigts des enfants, va permettre en fait aussi de donner à l'enfant pour qu'il puisse couper, qu'il se fasse ses petits bouts, que ça rentre dans son assiette, dans l'assiette Winner Diner, qui est l'assiette de chemin avec des petites cases, tu vois. Donc, en gros, tu vas vraiment donner des outils pour refocaliser l'enfant sur ce temps du repas grâce aux outils du repas. Ce qui est beaucoup mieux que de proposer en fait des jeux qui sont des jeux comme des livres ou les voitures ou les poupées ou un camion ou un dinosaure qui vont du coup détourner l'enfant de l'aliment, détourner l'enfant de cette pleine conscience et du coup entraîner que l'enfant va se couper un petit peu de cette émotion et va moins enregistrer
d'informations sensorimotrices sur l'alimentation. Il y a ce débat, si je puis dire, sur l'alimentation récompense et c'est quelque chose qui peut parfois être problématique. Est-ce que toi, tu as une idée sur la question? Oui, je pense qu'il ne faut pas mettre des aliments plus haut que les autres. C'est-à-dire que, tu vois, là, c'est pareil, les outils, il faut aussi bien les utiliser. C'est-à-dire que la Winner Diner ou une autre assiette à compartiment, ce qui est important, c'est d'avoir 80% d'aliments qui sont OK pour l'enfant et 20 ou 30% d'aliments à découvrir. Ou coussi coussa, comme je les appelle, tu vois, où c'est pas encore hyper acquis. Et en fait, tu vas ponctuer ton chemin de choses rassurantes, mais pas en mettant un truc hyper haut, tu sais, dans la petite cachette. Donc, moi, c'est vrai que je n'utilise pas forcément la petite cachette. C'est-à-dire que je vais mettre 2 cases OK, une case coussi-coussa, 2 cases OK, une case coussi-coussa, pour que l'enfant, en fait, tu vois, dans son émotion, dans ce que j'appelle le vase émotionnel, c'est OK, 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 ouh, un petit peu dur, mais OK, 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 ouh, un petit peu dur, tu vois. Mais en gros, la moyenne, c'est que c'est OK, tu vois. Alors que quand tu mets que la récompense au bout, en gros, c'est voilà, dur, dur, oh, dur, dur, dur. Vite, vite, je mange tout, même si c'est pas OK. Donc, en fait, tu as une émotion négative sur tout le parcours et il fait ça pour la récompense. Et le problème, c'est qu'en gros, tu vas mettre quelque chose au-dessus de l'autre. C'est-à-dire que tu mets un aliment qui a des super pouvoirs et souvent, c'est quand même des aliments à forte charge, en sucre, des choses comme ça. Et en plus, tu donnes un défi qui n'est pas juste. C'est-à-dire ton défi, il est trop important et ça va laisser une émotion négative sur cette expérience. Et c'est un peu le problème des fois des professionnels de santé qui mettent des défis trop grands, tu vois, quand ils utilisent la Winner Diner. Donc moi, en formation, on en parle beaucoup avec les ergothérapeutes que je forme, où du coup, ils vont mettre des récompenses, du chantage. Parce que tu sais, le renforçateur et le chantage, la barrière, elle est très fine. Et souvent, tu bascules du côté du chantage. Si tu fais ça, ou si tu goûtes ça, ou si tu poses sur tes lèvres, tu auras ça. Et tu vois, moi, souvent, je compare au truc, par exemple, on te donne un œuf dégueulasse à manger, là, c'est les œufs dans le koh. Ouais, je te donne 50 000 si tu manges. Tu peux faire l'effort une fois, mais pas tous les jours. D'accord? Même pour 50 000 balles, en fait. Tu ne vas pas manger un truc qui te fait gerber tout le temps. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que le défi doit être juste. Sinon, en fait, ce que tu as mis dans ta petite case, là, ça ne sert à rien. Voilà mon avis sur l'aliment récompense. Et merci beaucoup. Comme tu le dis, si bien la nuance est mince et c'est aussi quelque chose auquel il faut porter attention. Ne pas aussi placer l'enfant dans une situation d'échec, mais ça finalement, ça rejoint un peu, la totalité de ce podcast avec l'équipement des enfants. Vraiment, c'est proposer quelque chose d'adapté, d'être à l'écoute, pour justement, valoriser l'enfant et qu'il se sente vraiment, capable, de faire, bah, finalement ce qu'on lui propose. Mmh. Exactement. C'est-à-dire que, tu vois, même une miette, c'est OK. Même si l'enfant, et ça aussi, il faut bien comprendre qu'un enfant, il peut manger à un moment donné, tu vois, il a mangé sa tomate et toi, tu dis: «OK, c'est acquis», tu reviens le lendemain avec ta tomate et tu avec la balance parce qu'en fait, elle n'est pas encore acquise et que c'est OK, en fait. Mais au lieu de la balancer, on va lui faire un bisou, on va la mettre, de côté, on va la donner aux poules ou au composteur, tu vois? Et du coup, c'est OK. Je peux en fait, établir des attentes en adéquation avec le moment et comment est l'enfant et pas me dire: «Il l'a mangé, donc il doit le manger», tu vois? Ce qui est différent. Oui, c'est y aller petit à petit, étape par étape et faire, quelques pas en arrière si c'est nécessaire et repartir d'une meilleure façon et du bon pied, si je puis dire. Totalement. Merci beaucoup, vraiment, c'était très intéressant et je pense que ce podcast va vraiment beaucoup plaire aux parents. Petite précision quand même, on ne force pas un enfant à manger, on respecte son appétit et finalement en respectant son appétit, on respecte ses sensations alimentaires. Un enfant apprend à les reconnaître et à les gérer avec le temps. Donc à l'inverse, bien sûr, on ne laissera jamais un enfant mourir de faim. Évidemment, ce sont des situations qui parfois sont difficiles à gérer pour les parents justement, donc on se munit de patience, on trouve des solutions, on reste à l'écoute et on se fait accompagner si on rencontre des difficultés. Il ne faut pas hésiter après 2 3 semaines de fléchissement, en fait, ou quand vous sentez c'est vraiment difficile pour vous, à vous faire accompagner, à vous faire soutenir. Des fois, c'est quelques séances et vaut mieux quelques séances que rester avec ces difficultés et que vous soyez anxieuse et cristalliser les difficultés.
Et cette petite parenthèse, marque la fin de cet enregistrement et avant de passer aux questions des parents, est-ce que Marie, tu souhaites dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent? Ben, moi, je voudrais vraiment, enfin, vraiment ce que je dégage sur mon compte Instagram, enfin, j'espère, c'est vraiment de recentrer l'observation, de l'enfant et que les parents, vous êtes les experts de vos enfants, vous les connaissez et j'aimerais vous redonner le pouvoir. J'aimerais vous donner le pouvoir et que vous arrêtiez de vous dire: «Oui, mais il m'a dit ça» ou «Le médecin a dit ça» ou «L'ergo a dit ça» ou «Un autre professionnel a dit ça». Non, votre enfant, vous le connaissez et vous savez bien quand ça va pas, quand ça va et ce dont il a besoin. Donc faites-vous confiance, observez-le et amusez-vous au repas comme vous vous amusez dans le bain. Merci énormément pour toutes ces explications et informations, Marie. Donc les parents s'interrogent encore et souhaitent savoir si, par exemple, la baby cup peut être introduite dès le début, de la diversification alimentaire et même peut-être avant. Oui, mais elle demandera l'aide de l'adulte. C'est-à-dire que l'enfant, avant 9 mois, ça peut être compliqué pour lui. Donc, elle demande que nous, on vienne en soutien et on positionne correctement la baby cup. Apprendre à bébé à boire à la paille, est-ce que c'est possible? Ça, ce sera la deuxième question. C'est possible à partir de 4-6 mois en fonction des bébés et pareil, en fonction des bébés, ça peut prendre 2 minutes comme, des fois, j'ai une consultation pour apprendre au bébé à boire. Il y a plusieurs étapes, c'est vrai qu'on fait des tutos sur Insta. Moi, j'en ai fait des vidéos pour aider les parents et que si ça va pas, si vous n'y arrivez pas, soit, effectivement, aller voir quelqu'un pour apprendre, laisser 15 jours aussi à bébé parce qu'en 15 jours, il se passe plein de choses chez un bébé. Mais en tout cas, c'est un chouette outil en alternative à l'allaitement, en alternative au biberon quand des bébés ont des émotions très négatives sur le biberon et tout simplement pour le passage à l'eau, par exemple. Et une personne qui demande, il y a des phases d'apprentissage pour la mastication, ça c'est ce qu'on voyait un petit peu tout à l'heure. Comment savoir si on ne va pas trop vite? Le bébé va le montrer, c'est-à-dire qu'il sait très bien dire, c'est-à-dire que si tu vas trop vite, si tu proposes une mauvaise forme, une mauvaise texture, rassure-toi, il a un OSE timing bien en place, c'est-à-dire qu'il va recracher le morceau et il va détourner sa tête en te disant: «Ça, c'est pas OK, ça, c'est OK». Merci beaucoup, avec toujours beaucoup d'humour, c'est très agréable parce que c'est très ludique aussi pour apprendre, même en tant qu'adulte en tout cas. Bah, moi, je c'est toujours l'humour et quand je fais les formations, je pense qu'on apprend beaucoup plus avec des émotions positives, tu vois? Donc même en tant qu'adulte, il faut avoir des émotions positives. Dernière question, est-ce obligé de s'équiper pour les repas de bébé? Non, non, on fait comme on a envie. C'est-à-dire qu'il y a aucune obligation. C'est-à-dire que si tu as des petites cuillères à moka et que bébé adore ça, on prend des petites cuillères à moka. Il y a aucune obligation. On vous recommande des outils, mais après, vous êtes décisionnaire du chemin que vous prenez. Après, quand vous avez compris comment fonctionne bébé, ce qui est important de faire attention, ma foi, vous avez toujours les bonnes, idées et les bonnes infos pour vous adapter à votre bébé. Et merci pour cette explication, en tout cas qui rappelle, qu'on se fait confiance. On fait confiance à l'enfant et on reste à l'écoute, on observe. Donc merci beaucoup Marie pour tes réponses et pour le temps que tu nous accordes. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était Marie Ruffier-Bourdet, alias Ergomoms et Célia sur le thème de l'équipement au moment de la diversification alimentaire. Prenez soin de vous. Ce sera tout pour cet épisode qui laissera sûrement une porte grande ouverte à d'autres sujets, tous plus intéressants les uns que les autres. Si vous avez des interrogations à propos de ce podcast, contactez-nous directement sur notre compte Instagram Ma Petite Assiette. Sachez que sur nos réseaux, nous lisons tous vos messages et commentaires. On répondra à vos questions autant que possible. Précisons que ce podcast ne remplace en aucun cas une consultation auprès d'un professionnel de santé. En cas de doute, pensez à consulter. J'espère que ce contenu vous plaira et pour que nous puissions toujours nous améliorer, partagez-nous vos ressentis sur nos réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.